François de Rugy, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous interroger à mes côtés aujourd'hui, Alexis Brézé du Figaro, bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 bonjour. LCI. Et dans cette émission, une séquence droite suite avec Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL qui nous rejoindra à 2 reprises pour vous relayer les interrogations, les interpellations de ceux qui nous regardent et nous écoutent. Vous pouvez d'ailleurs toujours le faire sur les réseaux sociaux, rtl.fr, Facebook et Twitter, #legrandjury. Alors, pour commencer cette émission, bien sûr, François de Rugy, puisque nous parlerons dans un second temps de la révision constitutionnelle qui vous concerne directement. Mais l'actualité, c'est la grève. Le mouvement se poursuit, se durcit même, puisque certains syndicats parlent même d'aller au-delà du mois de juin. Est-ce que vous faites le constat aujourd'hui qu'il n'y a plus de négociation possible, que la situation est bloquée ? La porte est toujours ouverte pour la négociation. Mais ce que nous savions avant, et ce qui se confirme aujourd'hui, c'est que de toute façon, pour mener une réforme comme celle-là, on ne peut pas compter sur la négociation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs syndicaux, qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, le principal syndicat de la SNCF, la CGT, qui a toujours refusé de négocier. Et moi j'ai en mémoire ce qui s'est passé il n'y a serait-ce que 3 ans. Il y avait une petite réforme de la SNCF. Et on nous avait dit avant, nous les députés, avant que ça vienne au Parlement, ne vous inquiétez pas, tout a été négocié. Négocié au sein de la SNCF, négocié entre la SNCF et le gouvernement à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand le texte est arrivé au Parlement, il y a eu une grève. Et la grève a duré 10 jours. Et après, avec cette grève, le texte a été encore très très lourdement modifié. Oui. Il ne restait plus rien de la réforme Donc initiale. là, au fond, vous dites ça sert à rien de négocier. Ça sert toujours de discuter sur, par exemple, la question du statut des cheminots. Parce que vous savez, quand on rentre dans les détails, là, c'est même plus du domaine de la loi. Edouard Philippe dit que le statut, justement, ça fait partie des trucs qui ne sont pas négociables. Non, le fait que les nouveaux agents de la SNCF qui seront recrutés demain, ils ne seront plus recrutés sous le statut actuel. Ça, ce n'est pas négociable. D'accord. Mais le fait que lorsque vous aurez des cheminots, par exemple, qui passeront de la SNCF à un autre opérateur, parce que le cœur du sujet, vous le savez bien, le cœur de cette réforme, c'est l'ouverture à la concurrence, qui a été repoussée pendant des années, alors que tout le monde savait que c'était utile. Moi, je tiens pas négociable non plus. Et c'est le cœur. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que quand vous avez une société, quelle qu'elle soit, en situation de monopole, eh bien, au bout d'un certain temps, il y a de la sclérose. Au bout d'un certain temps, on ne fait plus preuve de beaucoup d'imagination car on n'est pas stimulé par d'autres concurrents. C'est comme ça dans tous les secteurs de la vie économique. À la même table, si la négociation n'aboutit finalement à rien, vous dites, bon, il y a peut-être qu'on peut se concerter, on peut parler. C'est ce que disent les syndicats d'ailleurs. On est là pour parler, mais on sent qu'il n'y a aucun grain à moudre. Ça, c'est le discours officiel, c'est le discours public. Vous savez très bien, il y a des syndicats comme la CGT au Sud, qui le disent, ils le revendiquent. Eux, ils ne sont pas dans une culture de la négociation. À la SNCF, mais il y a d'autres syndicats, comme la CFDT et l'UNSA, qui ont toujours accepté de négocier sur des points. Alors, ils ne vont pas négocier sur le statut, puis sur le changement de statut, puisque ça, ils n'en veulent pas. Mais en revanche, une fois qu'ils auront pris acte du vote du Parlement, par exemple, eh bien, il y aura sans doute des discussions sur les modalités de mise en œuvre, parce que l'ouverture à la concurrence, évidemment, ça pose beaucoup de questions légitimes sur les modalités. Il y a aussi de la gréviculture, c'est ça aussi, vous reprendriez ce terme de Gabriel Attal, député de La République En Marche. Moi, je ne reprends pas ce terme, mais chacun peut constater qu'en France, dans un certain nombre de secteurs, notamment le secteur public, la grève est un peu un réflexe parfois, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que ce changement, cette transformation du service public du transport ferroviaire soit effectuée. Pourquoi ? Parce que les Français veulent, comme partout en Europe, ils veulent plus de trains. Ils veulent plus de services publics ferroviaires. Mais le service public, c'est quoi ? C'est le service au public. La légitimité du service public, c'est le service au public. C'est-à-dire d'aller chercher les clients. François de Rugy dit cette réforme, il faut quand même qu'on me prouve qu'elle va permettre d'avoir plus de trains et plus de trains à l'heure. Donc rien n'est encore acquis de ce côté-là. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous parler d'un exemple qui m'a été rapporté par ma maman il y a quelques jours. Elle veut aller avec mon papa en Italie. Et donc, elle est allée au guichet pour demander un billet de train. Eh bien, le billet Paris-Nantes coûte plus cher que le billet Paris-Milan. Pourtant, la distance Paris-Milan est beaucoup plus longue que la distance Paris-Nantes. Pourquoi ? Parce qu'en Italie, il y a eu une ouverture à la concurrence et il y a 30 à 40% de baisse des prix et 30 à 40% de le même mouvement de hausse de la fréquentation. Parce que le service public, plus il est cher, moins il y en a.
Plus il est cher, moins on en fait. Plus il est cher, moins les gens l'utilisent. Donc il faut absolument que nous ayons une ouverture. Et après, on verra. Privatisation, c'est aussi suppression des petites lignes. Ça, vous vous accordez là-dessus. Parce que ce sont des services qui sont beaucoup moins prisés et qui coûtent cher. Il faut être précis sur les termes. La privatisation, ça voudrait dire vendre la SNCF à des investisseurs privés. Ça voudrait dire mettre la SNCF en bourse. Vous avez remarqué que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je crois que si c'était le cas, il n'y a pas grand monde qui voudrait acheter une société avec autant de dettes. On va en parler. Ça, c'est une réalité. D'accord. Non, mais ce sont des réalités. Juste la question sur les petites lignes, elle est importante. Parce que la question des petites lignes. Est-ce que le gouvernement a suffisamment dit et surtout prouvé qu'on ne fermerait pas les petites lignes? Est-ce que vous savez qui s'occupe des petites lignes en France? La région. Voilà. C'est une manière. Les régions. Les régions. Vous savez dans quelle situation elles sont, les régions? Moi, je sais, je me suis occupé des transports à Nantes pendant 7 ans, il y a quelques années. Et nous avions fait une comparaison pour réouvrir une ligne qui était fermée depuis 30 ans. Eh bien, si c'était la société de transport de l'agglomération nantaise, société anonyme mais à capitaux publics, c'était 2 fois moins cher pour l'exploitation que la SNCF. Les élus socialistes et communistes de la région à l'époque ont préféré maintenir la SNCF comme seul opérateur. Eh bien, pour les régions, c'est l'occasion de développer le service public parce que tout simplement, un certain nombre de circulations de trains seront moins chères. Et donc, aujourd'hui, vous savez que les billets de train des usagers dans les régions sont à 75% pris en charge par les régions. L'utilisateur ne paye que 25% du prix. Donc, ça permettra aux régions d'en faire plus. Une question de Christophe Lacuville. Là, vous allez mettre le feu chez les cheminots. Vous êtes en train de dire que, en fait, la SNCF sera plus chère que la concurrence dans les régions, et donc à terme, les régions choisiront un autre opérateur que la SNCF. C'est ce que vous venez de dire. La SNCF se réorganise. Et je constate que chaque fois qu'on a essayé de le faire par l'intérieur, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les partis politiques. Vous savez, quand vous essayez de les réformer de l'intérieur, ça ne marche pas. Tandis que quand vous avez de l'extérieur des innovations, de la concurrence, des nouvelles créations, le président de la SNCF le reconnaît lui-même d'ailleurs. Il dit, pour faire un certain nombre de changements, eh bien, il faut qu'il y ait une stimulation. Et donc, c'est les régions qui feront le sale boulot, c'est à votre place. Regardez dans le secteur des transports, le secteur du transport aérien. Il y a 30 ans, il n'y avait que Air France et Air Inter en France. Les gens ont oublié, mais Air Inter, ça n'existe plus. Vous avez eu une ouverture à la concurrence. Est-ce que Air France a disparu? Non. Air France est toujours la principale compagnie aérienne en France. Seulement, elle a créé elle-même d'autres compagnies. Hop, Transavia, aujourd'hui Joon, qui ont des services moins chers. Et puis, il y a d'autres compagnies, notamment low cost, qui sont venues sur le marché. Et les Français ont le choix. Est-ce qu'ils ont abandonné Air France? Non. Mais pour certains trajets, ils prennent plutôt des compagnies moins chères. Pour d'autres, y compris, ils peuvent accepter de dire le service Air France, qui est plus élevé, mais qui est plus cher, on le prend parce qu'on le préfère. C'est la liberté de choix. Et il n'y a jamais eu autant de transport aérien en France qu'aujourd'hui. Aucune des revendications des cheminots vous ne trouve finalement, grâce à vos yeux, vous n'y voyez pas chez les cheminots de revendications légitimes? Si, sur la question, sur les modalités. Oui, uniquement sur c'est-à-dire les de dire, cheminot, en effet, ça, si un jour, parce qu'il faut quand même être précis, vous savez qu'il y a une expression un peu étrange qui est employée par les négociateurs, d'ailleurs, c'est le sac à dos social. Qu'est-ce que ça veut dire, le sac à dos social? Chaque salarié de la SNCF, si un jour il doit aller travailler dans une autre société, il sera repris. 100%, garanti. Il ne perdra pas son emploi si une région, par exemple, décide d'accorder telle ligne à un autre opérateur que la SNCF. Et ensuite, il gardera les mêmes droits individuels. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sac à dos social. C'est-à-dire qu'il emmène avec lui, dans son sac à dos, ses droits. Ça, ce sont des modalités qu'évidemment, il faut discuter. C'est normal. Vous évoquiez la question de la dette colossale de la SNCF. Les syndicats disent il faut que l'État nous dise tout de suite qu'il va reprendre la dette, et puis après, on peut discuter. Oui, alors ça, justement, je crois que si Emmanuel Macron a été élu président de la République et qu'une majorité de députés a été élue aussi dans la foulée, c'est justement pour mettre fin à ce système. Ce système, c'était quoi? C'était on fait ce qu'on veut, on ne se réforme pas. Et les Français le ressentaient, que tout un tas de réformes étaient toujours repoussées à plus tard. Qu'on nous disait d'ailleurs, il va y en avoir une de réforme, puis à force de négociations et de choses, on rajoutait des couches et ça ne changeait rien. Et à la fin, qu'est-ce qu'on disait? C'est l'État qui va passer à la caisse. Et l'État, c'est qui? C'est les Français. C'est-à-dire qu'il passe à la caisse. Elle reste à... Non, mais il passe à la caisse deux fois. Il passe à la caisse avec le prix du billet, parce que le prix du billet de train TGV, il n'a jamais été aussi cher en France, jamais été aussi cher. Et ils passent à la caisse une deuxième fois avec leurs impôts. Et si j'écoute bien certaines propositions de la CGT, par exemple, la CGT dit il suffirait, il y a une recette miracle, 6 milliards d'euros de la taxe sur les carburants. Il faut les affecter à la SNCF. Une taxe poids lourd aussi, par exemple. Non, mais 6 milliards d'euros. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 6 milliards, ils ne servent plus au reste, ou ça veut dire que c'est une augmentation de taxes sur les carburants de 6 milliards d'euros? Vous-même, en 2016, donc il faut être sérieux. Eh bien, il faut dire une chose simple. En effet,
en transformant la SNCF en société anonyme, elle ne pourra pas supporter cette dette, car c'est ce qui permettra d'ailleurs de dire on clarifie les choses. Mais avant d'avoir une reprise de la dette, il faudra une reprise de la dette. Moi, je le dis, et je le dis au gouvernement d'ailleurs, il faudra qu'ils disent dans quel montant il y aura une reprise de la dette, comme ça s'est fait en Allemagne, comme ça s'est déjà fait il y a 20 ans en France d'ailleurs. Une partie. Mais il faudra négocier, mais il faut qu'avant la réforme soit votée. Les syndicats Car disent sinon, chantage. vous savez très bien ce qui se passe, si on ne change rien, c'est de la machine à créer de la dette chantage. qui Qu'est-ce continuera. que vous leur répondez? Voilà, ils disent c'est du chantage. On nous dit c'est une dette de l'État, c'est elle qui a voulu développer les TGV, les gares TGV qui ont coûté très cher à ce pays. Ce sont des décisions politiques qui ont coûté cher à la France. Et aujourd'hui, on nous met dans une situation de chantage par rapport à cette dette. Qu'est-ce que vous leur répondez? Dans le prix d'un service, vous travaillez dans des entreprises, vous savez bien qu'il y a deux choses. Il y a l'investissement et le fonctionnement. Alors il y a des gens qui vous diraient « Ah, on ne peut pas discuter du coût de fonctionnement. Il augmente sans cesse. Ah mais ça, on ne peut pas en discuter. En revanche, le coût d'investissement, il est trop élevé, il faut que l'État le paye. » Eh bien non. Il faut qu'on arrive à raisonner de façon raisonnable, à avoir un coût de fonctionnement maîtrisé pour pouvoir faire des investissements. Une part est financée déjà aujourd'hui par la puissance publique. Bon, il y a une part qui a été financée par l'endettement, mais aujourd'hui, l'État propose 3,6 milliards d'euros par an pendant 10 ans pour améliorer le réseau, pour le rénover, pour faire en sorte que les trains arrivent à l'heure, qu'ils roulent plus vite. Eh bien ça, c'est à 100% sur fonds publics. Mais sur la taxe poids lourd, d'ailleurs, vous proposiez vous-même en 2016, quand vous étiez candidat aux primaires de la gauche, d'affecter cette taxe poids lourd pour soulager la dette de la SNCF. Vous avez changé d'avis? Ah mais non, mais moi c'est une proposition des syndicats. Hein. J'ai précisé ma position, je suis pour une taxe poids lourd régionalisée, c'est ce que je proposais, et que ça aille aux régions pour financer justement des travaux d'infrastructure. Mais c'est des impôts en plus, on est d'accord. Tout à l'heure vous disiez qu'il ne fallait pas d'impôts en plus, maintenant vous dites qu'il en faut. La taxe poids lourd, vous savez ce que c'était. Et merci Ségolène Royal de l'avoir supprimée, d'avoir privé la France non seulement d'une recette, mais d'avoir fait un gigantesque gâchis avec 1 milliard d'euros qui a été jeté par la fenêtre, qui étaient tous les investissements qui avaient été faits pour la réaliser. D'autres pays l'ont fait, l'Allemagne, tous les autres pays. Pourquoi? C'est ce qui permet de prélever une taxe sur les camions qui ne font que traverser la France. Donc vous voulez le refaire? Aujourd'hui, vous avez des camions espagnols. Ils ont un réservoir qui a la taille qui permet de faire le plein en Espagne ou au Luxembourg. Donc vous êtes favorable au retour de cette écotaxe. Vous êtes favorable au retour de cette écotaxe, comme Elisabeth Borne le propose. Qu'on permette aux régions qui le souhaitent. Il y a des régions qui n'en veulent pas. La région Nord-Pas-de-Calais Picardie de M. Bertrand n'en veut pas. Ils n'en auront pas, mais ils n'auront pas de recettes. La région Île-de-France de Mme Pécresse en veut. La région Grand Est, Alsace, Lorraine, couloirs de camions qui viennent de l'Allemagne, de Belgique et qui traversent la France, ils en veulent. L'Aquitaine, région socialiste, ils en veulent. Eh bien, on le fait. Sur les modalités... Oui, un autre reproche qui est fait à cette loi par les syndicats et par l'opposition, c'est de dire qu'en partie du moins, elle va être faite par ordonnance. Est-ce que vous, en tant que président de l'Assemblée, ça ne vous gêne pas que une loi aussi importante soit adoptée en partie par ordonnance? J'ai dit dès le début, dès que le gouvernement a présenté, je l'ai d'abord dit au Premier ministre, et ensuite je l'ai dit publiquement, qu'il fallait que dans le texte de loi, les grands sujets, le statut de la SNCF, qui passe d'établissement public à société anonyme, l'ouverture à la concurrence, ce soit dans la loi, que ce soit débattu par article de loi, et que les modalités pour le statut des cheminots, ça puisse être par ordonnance. Plus que des modalités, le statut des cheminots, c'est quand même au cœur de la bataille. C'est pas un détail. Non, mais que sur le principe, les futurs cheminots soient recrutés non plus sur le statut ancien, qui est un quasi-statut de la fonction publique, mais sur un statut de droit privé. Ça, c'est dans la loi. Et en revanche, les modalités, c'est dans les ordonnances. Et donc, dans le même texte de loi, c'est un peu difficile à expliquer pour celles et ceux qui nous regardent ou nous écoutent, mais je le leur dis, il y aura des articles qui seront débattus article par article, et il y aura une partie qui sera renvoyée à une ordonnance. Vous êtes le quatrième personnage de l'État, vous êtes à la tête de l'Assemblée nationale, vous êtes donc le protecteur du débat parlementaire. C'est ce que j'ai fait, puisque le gouvernement nous a entendus sur ce point. Sinon, au départ, tout était par ordonnance. Est-ce que dans une réforme essentielle comme celle-ci, qui concerne l'avenir d'une grande société nationale que les Français aiment et apprécient, pourquoi ne pas avoir protégé le débat parlementaire jusqu'au bout en disant au gouvernement non, les ordonnances, ce n'est pas le bon moyen pour les réformer? Pourquoi ne pas avoir dit ça? Mais j'ai dit dès le départ, vous pourrez reprendre, c'est une interview dans le journal Le Monde, oui, je suis désolé, mais vous dites un journal représenté autour de la table qui disait qu'il ne fallait pas abuser des ordonnances et que sur ce sujet, concrètement, il ne fallait pas que l'ensemble du projet soit renvoyé des ordonnances. Et nous avons été entendus, je dis nous d'ailleurs, parce que c'est pas moi tout seul, c'est avec la majorité des parlementaires. Et donc la plupart des sujets sont
dans le texte de loi, ils commenceront à être débattus dès demain à l'Assemblée nationale, et vous verrez d'ailleurs qu'ils seront débattus. Parce qu'on nous dit tout et son contraire. On nous dit d'abord, c'est que les ordonnances, et puis après, on va nous dire que le débat parlementaire va durer trop longtemps. On y assistera, ça commence demain. Christophe Jacubizzi. Est-ce qu'il y a une inquiétude au gouvernement et dans la majorité? Parce qu'on voit l'exécutif monter au front. Il y a Édouard Philippe dans le Parisien aujourd'hui. Il y a Emmanuel Macron qui sera l'invité du 13h du TF1 avec Jean-Pierre Pernaut jeudi. Donc le président qui monte en première ligne sur cette réforme de la SNCF, est-ce que ça veut dire que le reste de l'équipe n'a pas bien fait son travail et qu'il faut que les choses soient reprises en main au plus haut niveau? Non, ça c'est votre interprétation, comme toujours est bienveillante et de bonne foi, mais c'est surtout que vous savez bien que dans notre système institutionnel, de toute façon, le chef de l'État, et a fortiori depuis qu'il est élu pour 5 ans avec exactement le même rythme que la majorité parlementaire et donc le gouvernement, le chef de l'État ne s'est jamais défaussé. Emmanuel Macron, il ne s'est jamais défaussé. Il n'a jamais dit « Ah ça c'est une réforme du gouvernement, qu'il se débrouille ». Il explique sa politique. Il donne les grandes lignes. Ça, c'est le rôle du chef de l'État. Sur la base des engagements qu'il avait pris lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, le Premier ministre et ses ministres également, si le Premier ministre disait non, allez voir ça avec la ministre des Transports. Il y a pas une sous-estimation. Et ensuite, les parlementaires sont également là pour faire cette pédagogie. C'est normal. Vous avez dit les Français sont attachés à la SNCF. Je crois en effet que les Français sont attachés au train, au service public du train. Ils sont attachés à la SNCF. Et d'ailleurs, moi je le dis aussi, c'est pas les cheminots qui font mal leur travail, c'est pas les cheminots qui sont trop payés, c'est l'organisation de la SNCF. Je prends même le pari. Puisqu'on se souvient que Christophe Castaner disait il y a quelques mois, le 16 février sur cette antenne, qu'il y avait des privilèges des cheminots. On sent bien que la communication du gouvernement a changé d'ailleurs. Et de vous-même, est-ce que d'ailleurs vous n'avez pas sous-estimé globalement la mobilisation des cheminots? En tout cas, moi je peux vous dire que je ne suis pas surpris, parce que vous savez très bien que dans le secteur public et dans les entreprises publiques, quand on engage un certain nombre de réformes, je vous l'ai dit, en 2015, pour une toute petite réforme, 10 jours de grève. Donc je peux vous dire que c'est totalement attendu. Non, le sujet, vous ne m'avez pas laissé finir, quand je dis on ne s'attaque pas aux cheminots, je vais même vous dire une chose. En réformant comme nous voulons le faire, moi je prends le pari que demain les cheminots seront mieux payés. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les rigidités de la SNCF, il y a y compris une rigidité très forte sur la grille des salaires. Et je pourrais vous donner des exemples concrets. C'est une promesse que vous leur faites aujourd'hui ? En tout cas, c'est une perspective qui s'ouvre, j'en suis convaincu. Et vous pouvez regarder dans d'autres secteurs. Je pourrais vous donner un exemple concret. Dans les collectivités locales. À Nantes, il y a un peu plus de 10 ans, nous avons voulu rénover complètement le château. Investissement. 100 millions d'euros de la ville. Mais nous avons dit dans le même temps, attention, on ne rénove pas simplement le château. On veut que ce soit un outil touristique de promotion de la ville. Donc, on va avoir une société anonyme qui sera à capitaux publics, mais une société anonyme de droit privé qui va le gérer. On va passer de 20 salariés qui étaient des fonctionnaires municipaux à 100 salariés. Et au début, les 20 salariés fonctionnaires municipaux, ils ont eu un peu peur. Et ils sont passés dans la société anonyme. Et aujourd'hui, plus personne n'aura envie de revenir en arrière et gagne mieux. Combien d'augmentation pour les cheminots, vous pensez, si jamais il y a ce changement de statut? Attendez, ne confondez pas les rôles. Je ne suis pas PDG de la SNCF. Non, mais est-ce que vous pouvez, ils vous entendent là-dessus, est-ce que vous pouvez leur dire, vous aurez une augmentation conséquente de 2-3%? Est-ce que ça, c'est envisageable? Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on remettra les choses, remettre de la souplesse dans le système, au lieu d'avoir un système complètement cadenassé. Ce que vous dessinez là, ça peut faire partie des négociations ? Non, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Si le gouvernement se mettait à négocier la question des salaires à la SNCF, mais c'est la mort de la gestion des entreprises publiques. D'ailleurs, par le passé, en 2016, pendant la loi El Khomri, alors que la SNCF avait mené toute une négociation en interne entre sa direction, des syndicats qui se sont mouillés, le gouvernement de l'époque a dit vous mettez tout à la poubelle car on ne veut pas d'une grève SNCF pendant la loi El Khomri, et où il y avait d'autres mouvements de grève. Donc vous voyez bien que c'est surtout pas cette méthode-là. Il faut justement déconnecter les enjeux d'organisation interne des enjeux politiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a une politique... Vous parliez d'une politisation du débat, me semble-t-il, au début de cette émission, et le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, appelle à une manifestation le 5 mai pour stopper Macron et demande à ses troupes, je cite, de former des groupes d'action pour la préparer. Il est accompagné dans cette démarche également par Benoît Hamon, mais également par Olivier Besancenot. Et Jean-Christophe Cambadélis qui dit c'est scandaleux, il faut ouvrir enfin des négociations. On n'a jamais vu un gouvernement qui refuse d'ouvrir des négociations. Est-ce que pour vous, c'est une manière de politiser le débat? Est-ce que vous la dénoncez? C'est surtout qu'on voit bien qu'en effet, il y a des gens qui aimeraient bien politiser le débat. Ils ne sont pas toujours très bien reçus d'ailleurs. Parce que M. Mélenchon, dans une manifestation de cheminots, il y a un certain nombre de cheminots qui lui ont dit que ce n'était pas sa place. Et qui lui ont dit de façon d'ailleurs assez violente, ce que je regrette d'ailleurs, parce que dans l'ensemble des manifestations, les députés devraient pouvoir y aller sans être molestés, ou hués, ou sifflés. Mais par ailleurs, il faut être clair, il y a en effet un certain nombre d'oppositions, notamment sur cette question de la SNCF. Mais est-ce qu'il y a un projet alternatif? Si, M. Mélenchon, sans doute, lui, il a un projet.
c'est le tout État. Le tout public, 100% État, et à la fin, c'est toujours l'État qui passe à la caisse, donc les Français. Le principe de défense du service public. C'est le statu quo. Non, mais du tout État. Non, parce que si le service public, c'est le tout État, alors il y a beaucoup de services publics en France qui ne sont pas des services publics. Ils sont assurés par des sociétés privées et personne ne s'en plaint. Certains disent que, par exemple, le passage de la Poste en société anonyme a fait en sorte que a eu pour conséquence que en ruralité, il y a eu moins de services de la Poste et moins d'accompagnement des personnes les plus fragiles. Non, mais ça, on pourrait en parler, si vous voulez, de la Poste pendant longtemps, parce que vous savez ce que c'est la grande différence avec la Poste, de la Poste et la SNCF, par exemple. C'est que la Poste, il y a moins 5 à moins 7% de volume de courrier tous les ans. Et ça, c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement, c'est pas les syndicats, c'est pas les directions de la Poste qui sont responsables, c'est la mutation numérique. C'est le fait qu'on fait beaucoup moins de courrier papier et beaucoup. Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir, mais on pourrait en parler longuement parce que la Poste, il y a un point commun, c'est la question du service. Qu'est-ce qui compte ? C'est d'avoir des bureaux avec des gens dedans. Et puis rien ne bouge, qui sont ouverts de 9h à midi et de 2h à 5h, et quand les gens veulent aller chercher un colis, ils sont obligés de prendre une demi-journée de congé, ou est-ce que c'est d'avoir des services publics, des services postaux, que tout le monde y ait accès, et que ça passe par une diversification des modes de gestion. De la politisation, on voit bien que la stratégie affichée d'ailleurs par Mélenchon, Ruffin, Besançon... Vous préférez parler de ça que de l'organisation des services, du service à la population. Mais nous, ce qui nous importe, c'est le service rendu aux Français. Ce qui intéresse aussi les Français, c'est les grèves, et notamment le point de savoir, est-ce que Mélenchon, Besançon... La tactique de Mélenchon, Besançon, Hamon et compagnie, et M. Cambadélis, qui soutenait avant le gouvernement qui faisait la loi El Khomri, et qui maintenant soutiendrait Besancenot, Mélenchon et Hamon sur le statu quo de la SNCF, je ne suis pas sûr que ça passionne les Français et que ça les réconcilie avec la vie politique. Est-ce qu'ils vont arriver, ces opposants-là, à organiser ce qu'ils appellent la convergence des luttes, c'est-à-dire la SNCF, les hôpitaux, les étudiants ? Est-ce que ça, c'est une inquiétude ? Je vais faire des révisions à ma fille aujourd'hui pour le brevet et la révolution de 17. On s'y croirait presque. La convergence des luttes, la belle affaire, c'est le discours de l'extrême gauche depuis des années. Et le retour de M. Besancenot en première ligne est un beau révélateur d'ailleurs. Mais en revanche, je vais finir en effet de vous répondre sur la question politique. C'est quoi le gouvernement qui sortirait de cette convergence des luttes ? Un gouvernement, ce serait M. Mélenchon président, M. Hamon Premier ministre et M. Besancenot ministre de l'économie. Et M. Cambadélis ministre des Transports. Et ils auraient un projet commun. Mais il faut le dire aux Français. C'est quoi le projet commun ? Une fois que vous avez manifesté derrière la même banderole ensemble, plus ou moins d'ailleurs, parce que vous avez vu que les socialistes, M. Faure a été aussi rejeté d'une manifestation du 22 mars. Donc si vous voulez, il faut quand même qu'on dise la vérité aux gens. C'est quoi que chacun fasse des projets et des propositions, les mettre sur la table et les chiffres. Parce que les propositions qui ne sont pas chiffrées, mais où à la fin, on sous-entend toujours que c'est l'État qui va payer et donc les Français, ça, c'est pas possible. François de Rugy, est-ce que vous ne sentez pas quand même monter une certaine tension dans ce pays ? Il y a quelques mois, on nous disait qu'Emmanuel Macron réussissait à faire un consensus autour de ces réformes, et aujourd'hui, on voit que l'une de ses effigies est pendue, une sorte de marionnette d'Emmanuel Macron, à Nantes pendant une manifestation. C'est un scandale d'ailleurs. Vous imaginez s'il y avait une manifestation organisée par des comités d'usagers, par exemple, de la SNCF, en colère contre les grèves, et qui mettrait M. Martinez sous un gibet avec la tête étranglée par une corde au cou. Vous pensez que et l'ensemble des forces de gauche dont vous avez parlé tout à l'heure demanderait unanimement une condamnation. Elles sont où là les condamnations contre ces appels à la violence ? Vous pensez qu'il doit y avoir des poursuites judiciaires ? C'est un responsable syndical de Solidaire. Au minimum, une condamnation claire, nette, précise de la part des responsables politiques et syndicaux qui participent ou appellent à ces manifestations. Parce que là, la dérive violente, on l'a connue. Sous le précédent gouvernement, notamment, sous le gouvernement d'avant. La dérive violente que certains instrumentalisent et certains soufflent sur les braises, il faut absolument, quand on est responsable politique qui a le sens, j'allais dire, de l'intérêt général, de l'État, de la paix civile, on doit dire stop. Mais est-ce que ce n'est pas symptomatique quand même d'un changement de climat et d'ambiance dans ce pays qui pourrait donner lieu à une crainte d'embrasement ? Est-ce que vous pensez, M. Sportouche, qu'on peut faire des réformes en France ou dans n'importe quel autre pays avec toujours l'idée que ça se passerait sans qu'il y ait de discussion? Vous savez très bien, sans qu'il y ait de manifestation, sans qu'il y ait de grève. Vous croyez que les réformes... C'est toujours ce qu'a voulu insuffler Emmanuel Macron par son « en même temps », c'est-à-dire satisfaire sans braquer. Pour le coup, en ce moment, c'est compliqué, ça ne marche pas. Enfin, la différence avec d'autres, c'est que nous, les réformes, nous ne les sortons pas du chapeau après les élections. Tout ce dont on parle aujourd'hui au Parlement, par exemple, à l'Assemblée nationale, ce sont des choses qui ont été dites avant les élections. Pas la réforme de la SNCF. Dans la revue du rail,
Regardez. Au mois de juillet, oui. François de Rugy. Dans la revue interne de la SNCF. Oui. Dans la revue, comme en quoi, mois de juillet, ce n'était pas Emmanuel Macron a commencé par s'exprimer dans la revue interne de la SNCF. Mais vous le reconnaissez, ce n'était pas un engagement de campagne. Ah bah, si vous regardez le programme, moi je l'ai co-rédigé, le programme. Et je peux vous dire que sur les transports, par exemple, il était écrit noir sur blanc, vous pouvez regarder, qu'on donnerait la priorité, par exemple, à la rénovation du réseau existant et aux lignes du transport du quotidien pour aller au travail, plutôt qu'aux grands chantiers et aux grands TGV. Alors, Marie-Pierre Haddad. Enfin, si vous aviez compris dans la campagne d'Emmanuel Macron que ce serait le statu quo dans le secteur public, là je crois que vous êtes le seul à avoir compris cela. Je n'étais pas seul, on était déjà 3, c'était déjà pas mal. Alors, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Moi je crois même que les Français ont voté pour Emmanuel Macron pour qu'un certain nombre de réformes sans cesse repoussées soient enfin faites. François de Rugy, on vous a entendu, il y a d'autres questions et des questions concrètes, Marie-Pierre, des auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Exactement, bonjour à tous, bonjour François de Rugy. Alors il y a beaucoup de réactions en direct sur vos propos sur la SNCF. Sur Twitter par exemple, il y a Myriam qui dit « Monsieur, j'étais fonctionnaire de France Télécom, j'ai vécu la privatisation de l'intérieur. Je ne souhaite vraiment cela à personne, surtout pas aux cheminots. Je suis une survivante. » Et il y a un autre commentaire que j'ai sélectionné sur Facebook Live cette fois-ci, c'est Didier qui trouve que vous provoquez les cheminots. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors moi je réponds à Myriam, qui est une ancienne fonctionnaire de France Télécom. D'abord qu'il faut que les gens sachent, il doit encore en rester d'ailleurs, que ceux qui voulaient rester fonctionnaires ont pu le rester jusqu'au bout. Alors que France Télécom, en effet, est devenue une société anonyme, et là, qui même, le capital a été pour une part mis en marche, en bourse. Et, excusez-moi de ce lapsus. Eh bien, mais sur le secteur des télécoms, parlons-en. Qui a envie de revenir à l'époque où il n'y avait qu'un seul opérateur, un monopole, et où les tarifs, je vous le rappelle, étaient plus chers qu'aujourd'hui? Car moi, je me souviens que quand j'étais petit, que je téléphonais, eh bien, mes parents disaient « Attends, ne téléphone pas trop longtemps parce qu'on voit sur la facture détaillée que ça coûte trop cher. » Et vous vous souvenez comment était la tarification? Non, mais vous vous souvenez quelle était la tarification? Il y avait une tarification locale, à l'échelle de la ville, départementale, c'était un peu plus cher, nationale, c'était encore plus cher, et internationale, c'était encore plus cher. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu une casse sociale quand même à France Télécom? Souvenez-vous. Après, quand il y a eu le passage chez Orange, il y a eu une vague de suicides aussi dans cette entreprise. On s'en souvient, on en a parlé sur cette antenne. Vous savez où est-ce qu'il y a le plus de suicides? Vous savez où est-ce qu'il y a le plus de suicides? Dans quel secteur il y a le plus de suicides aujourd'hui? Dans la fonction publique, dans la police, dans la gendarmerie, dans un certain nombre. Vous pouvez vérifier les chiffres, dans les administrations. Alors ne croyez pas que la question du statut, et ça c'est quelque chose qui a été instrumentalisé à une époque qui est très grave, que ce serait le changement de statut qui crée des suicides. Parce que là, on joue avec le pire. Parce qu'on joue avec des drames humains. Donc il ne faut pas tout mélanger. De même qu'il y a des suicides dans l'agriculture, voyez-vous, et ça n'a rien à voir avec le statut. C'est par rapport à des situations de personnes. En revanche, moi je le dis, et je prends à témoin l'ensemble des Français, oui, est-ce qu'il y a des gens qui préféreraient qu'on revienne à l'ancien système des télécoms où il n'y avait qu'un monopole, un opérateur, et où il n'y avait pas tous les services qu'il y a aujourd'hui, et où il n'y avait pas la liberté de choix, et où il n'y avait pas la possibilité d'avoir des abonnements à moins cher, et où malgré tout, quelle est la principale entreprise de télécom en France? France Télécom. Eh bien, ce sera exactement la même chose. Vous le verrez avec les transports. Demain, la SNCF sera toujours le champion des transports en France. Et simplement, ce sera un champion qui sera meilleur, qui sera une bête de course, parce qu'il aura été stimulé par d'autres sociétés, qui pour une part seront d'ailleurs aussi des sociétés françaises, car il y a des sociétés françaises de transport qui ne demandent qu'à pouvoir développer des services de transport ferroviaire comme elles le font dans les villes pour les transports urbains. On arrive à la pause de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre grand jury. François de Rugy, à tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Alexis Brézé du Figaro et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. François de Rugy, nous parlions de la réforme de la SNCF dans la première partie de l'émission. Une petite dernière question, puisqu'Emmanuel Macron interviendra donc jeudi. Vous êtes, vous, le premier défenseur de cette réforme. Qu'est-ce que vous attendez de cette intervention du président jeudi? Est-ce qu'il doit faire en sorte que la grève s'arrête le plus vite possible? Ça, je crois qu'aucune interview ne peut avoir un tel objectif. Non, le but d'une intervention comme celle-là, c'est de faire un travail d'explication sur le sens. Je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire aussi à l'instant. Nous ne sommes pas là, nous les responsables politiques, pour rentrer dans les détails de la mécanique. Nous sommes pour donner le sens de l'action que nous menons. Des éléments peut-être nouveaux sur la table pour précisément débloquer les choses, non ? Moi, je ne suis pas là pour lui donner des conseils. Je sais qu'il est tout à fait prêt
à donner le sens de l'action, tout simplement parce qu'il sait très bien, et je crois que les Français le sentent d'ailleurs, c'est aussi pour cela qu'il a été élu président de la République, il sait très bien où il veut aller, où il veut emmener la France. Est-ce qu'il faut un geste, par exemple, sur les retraités, sur la CSG? Est-ce qu'il faut qu'il envoie ce signal-là? On sait qu'il y a beaucoup de retraités dans ce pays aujourd'hui qui sont mécontents de la baisse de leurs revenus à cause de la hausse de la CSG qui n'est pas compensée. Je ne doute pas que cette question sera évoquée par votre vous confrère qui l'interrogera. Vous le souhaitez, vous, personnellement, François de Rugy? Encore une fois, je ne suis pas là ni pour donner des conseils à l'intervieweur, ni pour donner des conseils à Emmanuel Macron. Vous pourriez. Mais ce que je crois, d'expérience, j'ai connu, sous le précédent mandat, un président de la République qui, y compris dans une émission de télévision, avait parlé de la boîte à outils. C'était et avait commencé à presque ouvrir la boîte et dire voilà, il y a tel outil. Je crois qu'à l'époque, en tout cas moi je peux vous dire, et en tant que téléspectateur et en tant que responsable politique, député, je m'étais dit ce n'est pas le rôle d'un président de la République. Justement, vous ne voulez pas vous donner de conseils, mais il semblerait que François Hollande s'apprête à qui sort un livre, s'apprête à donner quelques conseils. Vous en pensez quoi? François de Rugy. Ah bah il faut répondre là, parce que je ne peux il y a un m'empêcher silence qui est peut-être de sourire. Évocateur ou révélateur. Je ne sais pas si le but de François Hollande est de donner des conseils, mais ce serait en effet assez étrange au vu de ce qu'a été son mandat et la façon dont il s'est terminé. C'est-à-dire, comment vous le qualifierez ce mandat? C'est terminé, c'est-à-dire que François Hollande a reconnu de lui-même qu'il ne pouvait pas se représenter, alors qu'il en avait bien entendu l'envie et l'intention. C'est un mandat inutile. En revanche, je crois qu'un livre. Nous avions hier à l'Assemblée nationale le salon du livre politique. Oui. Et je disais l'utilité des livres, s'il y en a une en politique, c'est de coucher son analyse, là je ne crois pas que ce soit les idées ou les propositions, son analyse sur le papier. Regrets éventuellement. Et notamment qu'il explique un certain nombre de choses qu'il n'a pas expliquées lui pendant les 5 ans où il était président de la République. Vous lirez ce livre? Et je lui ai dit, vous savez, que ça m'arrivait de le rencontrer dans le précédent mandat, et je lui disais régulièrement, je n'ai pas été entendu d'ailleurs, et il faut non seulement expliquer ce que l'on fait, mais s'en tenir à une certaine orientation, un certain nombre de choix, ce qui n'a pas été le cas dans le précédent mandat. De François Hollande? Oui, bien sûr. Vous nous direz ce que vous en penserez à l'occasion. Christophe, vous me réinviterez, mais pas uniquement pour parler de ce livre, j'espère. Notre-Dame-des-Landes, on arrive maintenant à la période où on peut expulser un certain nombre de zadistes, puisque à la fois la trêve hivernale est terminée et que le tribunal administratif de Nantes a rejeté des requêtes vendredi des occupants. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement fasse appliquer le droit, c'est-à-dire d'expulser un certain nombre de zadistes des anciennes terres qui avaient vocation à devenir un aéroport? Vous auriez pu faire le lien avec la question précédente de votre confrère sur ce qui s'est passé dans les 5 précédentes années. Et on pourrait même dire dans les 10 précédentes années avec 2 présidents de la République et 3 gouvernements. Mais ce n'était pas la question. C'est-à-dire des zigzags permanents où un jour on disait on va expulser tout le monde. On a même essayé de le faire en 2012. Un autre jour, on disait non, finalement, on ne fait plus rien. Puis ça repartait. Donc ça veut dire quoi? Là, il faut faire les choses à moitié? Il y a expulser une partie des gens simplement? Non, mais le fond, c'est que Emmanuel Macron a demandé à son gouvernement de mettre en œuvre ce qu'il avait dit avant les élections. Cela a été fait dans la clarté, avec un choix clair, qui a été celui d'arrêter ce projet. Et donc la conséquence logique de l'arrêt de ce projet, c'est évidemment que des occupations illégales cessent. De la même façon que ce territoire retrouve sa vocation agricole, mais ne l'a jamais perdue en réalité. Garde sa vocation agricole. Et donc, les agriculteurs, anciens ou nouveaux, qui veulent y travailler, l'État a dit, le gouvernement a dit, c'est possible. Et là, il y a des discussions avec la préfète. Et ceux qui voudraient simplement se maintenir dans des cabanes avec des cagoules pour faire des actions violentes, eh bien, ceux-là, en effet, ils ne pourront pas rester. Comment on fait le tri? Comment on fait le tri entre ceux qui sont de vrais agriculteurs à cultiver les terres et les autres? Ceux qui ont un projet agricole, qui l'ont déposé. Ça fait maintenant plusieurs mois que l'État, qui justement n'a pas voulu agir en faisant des coups de menton, vous savez, la politique du coup de menton dans ce domaine comme dans d'autres, mais particulièrement sur ce sujet, elle a fait énormément de tort, énormément de dégâts. Est-ce que vous craignez de la violence pour cette évacuation, François de Rugy? Malheureusement, d'expérience, on peut toujours en craindre. Vous savez qu'à Nantes, moi-même, j'ai été la cible à plusieurs reprises de violence. Ma permanence a été plusieurs fois saccagée, donc je sais ce qu'il en est. Maintenant, je constate que depuis plusieurs mois, heureusement, avec les gens de bonne foi, les opposants de bonne foi, il y a matière à discuter sur l'avenir du site en matière agricole. Mais vous savez, par ailleurs, les éléments violents, un jour, leur sujet, c'est Notre-Dame-des-Landes. Un autre jour, c'en est un autre. Et en France ou en Europe. Et vous avez dans les universités, vous avez... Donc, la violence, il faut la condamner et la combattre partout. Dit que ça vient des éléments d'extrême droite et qu'il faut être davantage vigilant sur cette radicalisation-là que celle de la gauche. Mais pourquoi on ferait le tri ?
dans la violence? Il y a une bonne violence et une mauvaise violence. Il y a des bons violents et des mauvais violents. Moi, j'aimerais que les responsables politiques en France, je l'ai toujours fait pour ma part, condamnent toutes les violences, d'où qu'elles viennent, quels qu'en soient les auteurs et quelles qu'en soient les cibles. Et donc moi, je peux vous dire qu'à Nantes, nous avons connu parfois des violences d'extrême droite. Oui, nous en avons connu. Quand il y avait, par exemple, la loi dite du mariage pour tous, où Mme Taubira était venue et où elle a été la cible d'une manifestation, des gens jetaient des boulons sur les CRS qui ont été hospitalisés. Mais nous avons aussi connu, plus souvent d'ailleurs, les manifestations d'extrême gauche ou anarchistes, avec des violences, et il faut les condamner de la même façon où que l'on soit. La contrepartie de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, c'était de développer et de faire des travaux pour agrandir l'aéroport de Nantes-Atlantique. On en est où de ça? Il y a des travaux qui commencent dès cet été, voyez-vous, et parce que ce sont des travaux, justement, maintenant, on va sortir de la logique du grand projet qui va tout régler avec une démarche pragmatique. Avec Emmanuel Macron, nous avons toujours revendiqué le pragmatisme. On est moqué parfois, eh bien qu'on nous moque. Moi, je me souviens de Benoît Hamon qui disait « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'existe pas, le parti pragmatique. » Eh bien si, moi je suis prêt à adhérer au parti pragmatique. Vous êtes quand même, François de Rugy, le pragmatisme et l'efficacité. Le meilleur soldat de la Macronie, quand même, à vous entendre. Même certains ministres ne sont pas aussi enthousiastes dans la défense de la politique gouvernementale. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un président de l'Assemblée nationale? Je suis un défenseur du travail à l'Assemblée nationale. Et là, vous ne m'avez pas posé de questions sur le travail à l'Assemblée nationale, y compris sur la loi sur la SNCF. Vous avez essayé de la caricaturer en disant qu'il n'y avait que des ordonnances, alors que je vous invite à venir dans les tribunes de la presse dès demain et vous verrez le travail concret qui est fait sur le sujet. On a parfois l'impression d'entendre le chef de la majorité parlementaire, en l'occurrence Richard Ferrand, plutôt que le président de l'Assemblée nationale. Vous pourriez avoir quelques réserves par rapport à cette politique. On ne les entend pas, comme vos prédécesseurs. Vous croyez que le président de l'Assemblée nationale ne devrait avoir aucun avis sur rien et ne devrait pas faire un travail justement d'explication sur ce que nous débattons et décidons à l'Assemblée nationale. Car moi, je suis attaché à cette idée. L'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat et de la décision. En même temps de la décision, si vous me permettez cette reprise. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens voudraient ramener l'Assemblée nationale à un lieu où on se contente de parler. Vous savez, pour beaucoup de gens, peut-être on s'est installé dans l'idée, le président préside, le gouvernement gouverne et le Parlement parle. Eh bien non. Le Parlement, c'est un endroit où on débat et où on décide. Et on va parler de la révision constitutionnelle qui concerne directement le Parlement, mais autre question d'actualité, Christophe Jacubizzi. Oui, l'ex-secrétaire d'État de François Hollande, Jean-Vincent Placé, était arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi après une soirée pour le moins mouvementée et il sera jugé le 11 juillet devant le tribunal correctionnel pour violence, injure à caractère racial et outrage à agent. Vous aviez créé un mouvement politique avec lui. Est-ce que ça vous choque, ça vous attriste, ça vous désole? D'abord, ce n'est pas un sujet politique. Vous me posez une question. Non, mais vous le connaissez très bien. Vous avez fondé un parti avec lui. C'est un fait divers, il peut y en avoir d'autres, qui implique une personne qui a eu des responsabilités politiques. Et du point de vue humain, et justement parce que je le connais depuis longtemps, même si nous avons eu des divergences politiques ces dernières années, eh bien, ça m'attriste. Après, vous l'avez vous-même dit, la justice passe, et c'est important que les Français sachent que ce soit un citoyen anonyme à la sortie d'une boîte de nuit en province ou un ex-sénateur, ex-secrétaire d'État à la sortie d'une boîte de nuit à Paris, eh bien, la justice fonctionne exactement de la même façon et c'est très bien ainsi. Et si on ajoute Cécile Duflot qui vient d'annoncer son retrait de la vie politique, vous qui êtes passé En Marche, c'est la fin de l'écologie politique ? Alors, je crois en tout cas que c'est la fin, ou en tout cas la démonstration est sans doute faite, que l'écologie dans un petit parti ou dans plusieurs petits partis, en effet, ça ne marche pas. Moi, c'est une conclusion à laquelle j'étais arrivé il y a 3 ans, plus de 3 ans, et j'en ai tiré les conséquences, et je constate qu'aujourd'hui, au sein du mouvement En Marche, de la majorité parlementaire, à l'Assemblée nationale, il y a énormément de députés qui mettent les préoccupations écologiques au cœur des discussions. Est-ce que vous assumez, en étant passé En Marche, d'avoir contribué à la fin de cette écologie politique, puisque vous avez quitté ce mouvement, comme certains disent que vous l'avez déserté, trahi. Est-ce que vous acceptez cela? Je crois, vous parliez de Madame Duflot, je crois qu'un certain nombre de responsables des Verts ont su très bien se débrouiller tout seuls pour, dans une sorte de suicide collectif, faire en sorte que le mouvement Europe Écologie Les Verts n'ait plus de députés. Mais c'est un aiguillon, un parti politique peut être un aiguillon, même les Verts peuvent l'être. Est-ce que c'est pas nécessaire? Et là, je vais être plus concret. Encore faut-il, quand on se présente aux élections, c'est pour être élu, normalement. Et ensuite, c'est pour exercer les responsabilités. Quand on a les responsabilités, quand on a l'occasion de les exercer, il faut le faire. Or, qu'a fait Madame Duflot? Qu'a fait Monsieur Canfin? Ils deviennent tous les deux, c'est symbolique d'ailleurs, directeurs d'une association, alors qu'ils avaient été élus et ministres d'un gouvernement. Et quand l'occasion leur a été donnée de mettre en œuvre
tout ce dont nous parlons, par exemple, dans le transport ferroviaire, par exemple, dans la politique de l'énergie. Ils sont restés dogmatiques et c'est clair. Non, mais ils ont refusé. Vous vous souvenez que Mme Duflot a refusé d'être ministre de l'écologie. Pour un écologiste, c'est assez original quand même, et les Français ne l'avaient pas compris. Je crois qu'ils ne l'ont toujours pas compris. Moi, je ne l'avais pas compris, je n'ai toujours pas compris. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, regardez comment ça se passe. Et là aussi, le pragmatisme. Emmanuel Macron, il ne se revendiquait pas écologiste. Édouard Philippe non plus. Et regardez les décisions qui sont prises. Vous avez participé à cette sur le convention verte ? Sur le climat, l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, la fermeture de Fessenheim, là aussi on avait tergiversé pendant 5 ans, c'est fait, c'est en route. La fiscalité sur les carburants, on nous le reproche assez. La taxe carbone, là aussi on en parlait mais on ne le faisait jamais. D'Emmanuel Macron, pas de Jean-Luc Mélenchon. Christophe Jacubizine sur la révision constitutionnelle, Oui, le Premier ministre Édouard Philippe en a précisé les contours cette semaine avec plusieurs reculs, par exemple moins de proportionnel que le demandaient certains. Que vous ne le demandiez. Que vous ne le demandiez d'ailleurs, c'est pour ça que je disais certains. Le fait que le non-cumul dans le temps ne sera pas valable pour 90% des élus, tous les maires de moins de 9000 habitants. À l'instant, François Bayrou dénonce l'escamotage de la réforme institutionnelle. François Bayrou est quand même un allié important du président. Est-ce que cette réforme fait pchit ? François de Rugy. Vous voulez toujours présenter les choses d'une façon... les reculs, par exemple. Sur la proportionnelle... C'est pas nous, c'est François Bayrou, l'escamotage. Là, c'est M. Jacobizine qui a dit sur la proportionnelle, c'est un recul. Mais vous vous souvenez que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait parlé d'une dose de proportionnelle. Ah bah ça veut tout dire. Et donc, oui, mais il n'avait pas dit à quel niveau. Moi, je constate quoi ? Lionel Jospin, quand il a été élu Premier ministre, il avait promis une modification du mode de scrutin avec une dose de proportionnelle. Il ne l'a pas fait. Il avait la majorité à l'Assemblée nationale pour le faire. Ensuite, Nicolas Sarkozy, à la fin de son mandat, a dit « Oui, je suis prêt à modifier le mode de scrutin pour introduire une dose de proportionnelle. » Il avait la majorité à l'Assemblée. Il ne l'a pas fait. François Hollande a été élu président de la République avec ce programme-là. Je suis bien placé pour le savoir. On en avait parlé avec lui avant. Et il avait pendant 5 ans la majorité pour le faire. Il ne l'a pas fait. Emmanuel Macron est élu en mai 2017 et nous présentons en avril 2018 un projet de loi, un projet de réforme constitutionnelle global avec un certain nombre de transformations de l'Assemblée et qui inclut cette dose de proportionnelle. Est-ce que vous dites que cette dose de proportionnelle 15%, c'est-à-dire 60 députés, c'est bien ? C'est suffisant. C'est la mise en œuvre de l'engagement. On peut toujours discuter du niveau. Mais quel est votre avis sur le niveau ? Moi je trouve, j'ai fait des petits calculs, voyez-vous, ça ferait une 60aine de sièges dans une assemblée de 400 députés. C'est quand même ça le plus important. Les Français d'ailleurs, ils ne s'y trompent pas. Vous connaissez une assemblée au monde qui votera ou qui a voté sa baisse de 577 députés à 400. Moi, président de l'Assemblée nationale, oui, je suis le président de l'Assemblée nationale qui me bat pour cela, pour cette transformation profonde de l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire une chose, les Français n'accepteraient pas, ça j'en suis convaincu et je le dis depuis le début, que nous menions des transformations dans un certain nombre de domaines, on a parlé des services publics, on a parlé de l'économie, du code du travail, et que le seul domaine qui restera à l'écart de la transformation, c'est le système politique français. Nous transformons le système politique français. François Bayrou veut 25%. C'est d'ailleurs, dit-il, l'accord qu'il avait certainement eu avec Emmanuel Macron au moment de le soutenir en février dernier, qui a été, vous pouvez l'admettre, une bascule à ce moment-là de l'élection présidentielle notamment. Qu'est-ce que vous répondez à François Bayrou aujourd'hui sur cette exigence qu'il a ? Vous disiez ça aussi, vous, autrefois d'ailleurs, vous étiez pour 25%. Moi, j'avais fait des propositions. Je constate d'ailleurs que pendant longtemps, sur ces débats de réforme constitutionnelle, personne d'autre que nous n'avons fait des propositions. Moi, j'ai fait des propositions, j'ai réuni des groupes de travail à l'Assemblée, je les ai mis sur la table. Non, mais parce que... Est-ce qu'il faut 20% ? Est-ce que vous demandez à l'exécutif d'aller plus loin et d'introduire 20%, il y aura des discussions. 25%, il y aura des discussions au Parlement. Un entre-deux, entre 15 et 25. Ça peut s'amender. Il y aura des discussions. Là, je peux vous dire, la réforme constitutionnelle, oui, mais vous, qu'est-ce que vous souhaitez que ce soit amendé ? Ça, c'est 100% parlementaire. Est-ce que vous souhaitez que ce soit amendé ? Le nombre de députés élus à la proportionnelle. Je peux vous dire que déjà sur la réforme constitutionnelle, oui, je souhaite que sur un certain nombre de points, il y ait des amendements. Et il y en aura. Et la majorité est volontaire pour aller au bout de cette transformation du système politique. Et sur la proportionnelle, il y en aura sûrement des amendements. Après, c'est normal qu'on discute et qu'il y ait un point d'équilibre qui se trouve. Vous savez quand même, vous me parlez... Est-ce que c'est le point d'équilibre 15% ou est-ce qu'il est au-delà ? Est-ce qu'il est à 20%, François Rugy ? Quand même, vous pouvez nous dire c'est 15% et moi je compte sur le fait que ça reste ainsi ou que vous souhaitez davantage. C'est un point dur pour François Bayrou, votre partenaire dans la majorité. Oui, et même si nous avons le même prénom, je ne suis pas François Bayrou. En effet, ça nous l'avons remarqué. Donc j'ai des relations avec lui depuis longtemps, de bonnes relations avec lui et je suis très heureux qu'il soit dans la majorité. Lui, il est moins heureux, il parle d'escamotage aujourd'hui. Je constate
que sur cette question de la proportionnelle. Vous me posez cette question ce matin. Mais peut-être qu'il y a une semaine, vous m'auriez posé la question inverse. Ah, mais la proportionnelle, dans vos colonnes du journal Le Figaro, je suis sûr que vous donnez la parole tous les jours à des gens qui disent oh là là, c'est dangereux, la proportionnelle va déstabiliser. Je vous le dis depuis le début, moi je suis pour une dose de proportionnelle, et la dose, on discute et on trouve le point d'équilibre. C'est ça le rôle du Parlement. C'est de trouver le point d'équilibre. C'est 15% ou s'il est au-delà. Nous regrettons, mais vous ne répondez pas à cette question. Le Premier ministre, lorsqu'il a fait des consultations avec les partis politiques sur la réforme des institutions, avait parlé d'une fourchette entre 10 et 25%. Là, nous sommes à 15. Vous voyez que c'est à peu près entre les deux. Est-ce qu'il arrive d'ailleurs que cette réforme se casse le nez au moment du Congrès? C'est-à-dire que les 3/5e, est-ce que vous pensez pouvoir les obtenir? Parce que on va peut-être avoir des semaines et des mois de débat pour rien, finalement. Ça, vous aimeriez bien, parce que depuis le début, vous avez... Pourquoi vous nous prêtez des mauvaises intentions depuis le début de l'émission? Quand on pose des questions, ce ne sont pas forcément des intentions. Je lis et j'écoute depuis le début. Vous savez, il y avait une histoire qui avait été racontée. Les nouveaux députés, c'est des amateurs. Et d'ailleurs, ça va mal se passer. Et d'ailleurs, ils ne vont pas travailler. Et d'ailleurs, ils ne vont pas être des bons députés. Bon, eh bien, 9 mois après, j'invite chacun et chacune à regarder ce qu'il en est réellement. On a des députés au travail, des nouvelles têtes qui émergent. Il y en a d'ailleurs un certain nombre sur ce plateau. J'espère que les caméras les montrent régulièrement. Cédric Villani vient de dire quand même que député, c'est violent. Ah ben, ça, la vie politique, et que le fonctionnement de l'Assemblée nationale n'est pas forcément à la hauteur. Mais pour répondre à votre question, si nous faisons tout ce travail, moi, je peux vous dire que j'y passe énormément de temps en discussion avec les députés, parce que je cherche à rassembler le maximum de députés autour de cette transformation, avec le Sénat, et notamment avec son président Gérard Larcher. Bien sûr, avec le gouvernement, c'est parce que je suis convaincu que nous allons pouvoir aboutir. Je n'ai jamais écrit d'avance, mais cette transformation du système politique français, les Français la veulent. Alexis Brézé. Oui, Gérard Larcher qui a obtenu notamment que la baisse du nombre de... que la dose de proportionnelle soit 15%. Beaucoup de c'est pas Gérard Larcher qui a obtenu ça, puisque vous savez que Gérard Larcher est président du Sénat, et donc c'est pas le président du Sénat qui décidera du mode de scrutin des législatives. On a l'impression qu'il y a eu une discussion avec lui, qu'il a obtenu gain de cause sur plein de points, et du coup, un certain nombre de députés En Marche disent mais c'est le bastion du conservatisme, le Sénat, et c'est très mal. Vous en pensez quoi? Je pense que chacun a son approche entre le Sénat et l'Assemblée, vous le savez très bien. Entre Gérard Larcher et moi-même, nous n'avons pas le même parcours politique, nous n'avons pas les mêmes idées sur un certain nombre de choses. Ou pas, comme le dit Édouard Philippe. Édouard Philippe le dit d'ailleurs, oui. Dans une interview bien au Parisien. Que la majorité sénatoriale est assez attachée à un certain nombre de fonctionnements au Sénat. Moi, je ne suis pas là pour juger, et je n'ai pas envie non plus que le président du Sénat juge du fonctionnement de l'Assemblée, parce que les deux assemblées en France, elles doivent fonctionner en autonomie et en responsabilité. En revanche, ce qui m'importe, c'est que, et je crois que les Français le souhaitent, c'est que nous soyons capables de nous mettre d'accord, plutôt que chaque fois que ça a été tenté par le passé, ce soit les guerres, les oppositions, les droits de veto, etc. Le président du Sénat sur beaucoup de choses, et notamment sur le non-cumul dans le temps, puisqu'il a obtenu que finalement 90% des maires ne soient pas concernés par cette réforme. Attendez, moi je ne peux pas vous laisser dire ça. Les maires des communes de moins de 9000 habitants, est-ce que vous croyez que le problème de la sclérose, le problème de la sclérose qui existe quand il y a une longue série de mandats pour une seule et même personne, c'est principalement dans les petites communes ou dans les grandes villes? Enfin, franchement, il faut être sérieux. Le problème de la sclérose du système politique français, ça se situe dans les grandes collectivités et au Parlement. Et nous allons le faire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une question, Marie-Pierre Haddad nous a rejoint. Une petite question, Christophe Lécuyer, sur une autre réforme. Oui, la loi Asile-Immigration qui arrive en discussion en séance dans une dizaine de jours, je crois. Il y a plusieurs députés de La République En Marche qui envisagent de voter contre ce texte. Est-ce que ça fait d'eux des députés... Non, mais c'est vrai. Vous allez m'expliquer qu'elle ne va pas être adoptée Non, mais est-ce que ceux qui ne voteront pas seront exclus? Est-ce qu'ils seront exclus de la majorité, ceux qui doivent être exclus? Ou est-ce que ça fait partie de la liberté de député? Ça crée de l'émotion dans le public quand on dit ça. Alors qu'est-ce que vous nous répondez, François de Rugy? Eh bien, je vous réponds exactement la même chose que tout à l'heure. Moi, je suis président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas le président du groupe majoritaire, ni le porte-parole du mouvement. C'est pas une ligne rouge. Et ce que je sais, c'est que sur un sujet comme celui-là, qui est quand même extrêmement difficile, on peut le ramener à une question de quelques députés qui veulent ceci ou cela. Enfin, la vérité, c'est quoi? C'est que partout en Europe, il y a une inquiétude des citoyens sur l'immigration. Il y a eu hier un sondage qui a été publié. Première préoccupation des Français, toutes catégories confondues, l'immigration. Et le Parlement
à la suite d'un travail du gouvernement, longtemps en amont, avec les associations. Les députés ont travaillé en amont. Et ça, je le défends, que les députés puissent travailler sur les projets de loi en amont et pas simplement quelques semaines avant le passage en séance. Eh bien, tout ce travail, il vise à trouver un équilibre. Et donc, il y a des débats jusqu'au bout pour trouver là aussi où est le point d'équilibre. Marie-Pierre Haddad nous a rejoint pour une seconde série de questions. Oui, vous souhaitez épingler les ministres qui ne répondent pas aux questions écrites des députés et ça a fait réagir André. Il dit qu'il faudrait aussi épingler les députés qui ne répondent pas aux citoyens lambda. Est-ce que vous avez prévu des sanctions dans ce cas-là pour les députés? François de Rugy, question très concrète, beaucoup de gens écrivent. D'abord, je crois que les citoyens qui veulent contacter leurs députés peuvent le faire toutes les semaines, partout en France. Les députés tiennent des permanences, ont des moyens simples de les contacter. Oui ou non des sanctions, François de Rugy? Si vraiment il y a des députés qui ne répondent pas à leurs électeurs, à leurs citoyens électeurs, moi je peux vous dire en tout cas que je signe toutes les semaines, en tant que président de l'Assemblée nationale, mais aussi en tant que député de Loire-Atlantique, des dizaines de courriers de réponse à des gens qui m'interpellent. Mais vous ne prendrez pas de sanctions. Normal. Une autre question. Non, attendez, on va pas non, mais c'est une question. Je vais pas aller vous avez joué regarder sur l'absentéisme, vous avez été très rigoureux. La question que vous avez posée avant, parce que tous les Français ne savent pas forcément ce que c'est, il y a différentes façons d'interpeller le gouvernement, de contrôler son action. Parmi ces façons, il y a ce qu'on appelle les questions écrites, publiées au journal officiel, contrôlables par les citoyens et dont la réponse est également publiée au journal officiel, qui fait force de droit, c'est-à-dire qu'il peut même être utilisé dans des procédures judiciaires. Eh bien ça, je me bats pour que les ministres répondent à ces questions. Une autre question. Dernière question donc de Nicolas qui veut savoir est-ce que l'Assemblée nationale pourrait diffuser en continu sur Facebook Live l'intégralité des débats et des discussions en commission? Nous les diffusons déjà sur le site internet de l'Assemblée nationale. Et sur les réseaux sociaux? Nous avons des périscopes aussi sur Twitter, sur Facebook. Nous allons développer bien sûr la communication tous azimuts pour que les citoyens puissent avoir accès au maximum à l'information, pas simplement les débats en séance, mais aussi l'information sur l'activité des députés. Car l'activité des députés est multiforme, c'est dans les commissions, c'est dans des groupes de travail, c'est sur le terrain. Et chaque fois que nous aurons la possibilité de le valoriser, nous le ferons. Une toute petite dernière question. Gérard Larcher a dit qu'il allait faire en sorte que les cadeaux de plus de 150 € soient déclarés par les sénateurs quand ils en reçoivent. Est-ce que vous allez mettre en application la même chose à l'Assemblée nationale? C'est déjà le cas. D'accord. Le fait que vous imitez. Le public confirme. Vous imitez. Merci François.